Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Souvent considéré de moindre qualité, il s'agit d'un substitut parfois peu, voire pas du tout efficace, ou d'un sujet dénaturé peu convaincant. Voilà décrit notre ersatz de président, Emmanuel M. Empêtré, embourbé, enlisé dans ses délires et sa dérive autoritaire, arrogante, la seule issue pour sortir la France du cauchemar macronien, la destitution. Notre constitution le permet, mais peut-on encore y croire? J'ai envie de dire, laissons le temps au temps. En tout cas, le moment de la France libre, lui, est arrivé. Voici 30 minutes avec le Conseil national de transition français, canal historique, et avec Philippe Jean-Pierre Yotta, et vous-même, messieurs, dames, qui nous faites l'honneur d'être présents. Bonjour les amis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour cette introduction, Sylvain, qui est toujours pertinente. Alors, en ce qui concerne la politique française, eh bien, on est toujours dans l'attente d'un gouvernement, sauf si les choses se sont passées cet après-midi où je n'écoutais pas la radio, donc voilà. Mais de toute manière, quel que soit l'heureux élu, qui soit Premier ministre de Monsieur Macron, il y aura forcément des problèmes, hein, sinon, si c'était facile, ça n'aurait pas pris autant de temps. Donc on verra bien. Moi, ce qui me vient à l'esprit sur la durée de cette consultation qui a dépassé les 50 jours, je crois, ce qui est exceptionnel dans la Ve République, eh bien, ce qui me vient à l'esprit, c'est de dire, bah, finalement, si j'étais Madame von der Leyen ou si j'étais Monsieur le président de la République italienne ou Monsieur Scholz, je dirais, bah, moi, je veux bien être président de la France, je veux bien être président Premier ministre de la France. Ça doit pouvoir se faire dans le cadre de l'Europe. Et puis, à partir de ce constat-là, a priori, pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher nos compétences en dehors de la France, puisque nous sommes l'Europe, n'est-ce pas? Et je me suis posé la question, sincèrement, de savoir si cet atermoiement ne cachait pas quelque chose de ce genre à prochain terme, à savoir que ça participerait à la dilution de la France dans cette Europe, justement, et que ça contribuerait à la rendre inoffensive par rapport à ce qu'elle a pu représenter, cette France, maintenant la France, ce qu'elle a pu représenter par le passé, lui couper les ailes, lui couper les bras pour plus qu'elle vole, lui couper les jambes pour plus qu'elle ne marche, et finalement la faire taire et à la fin laisser pourrir sur pied, quoi. C'est un petit peu ça. Donc voilà, donc on est dans une logique de destruction. Ça n'est pas satanique, mais c'est une logique destructrice de la France, et cet atermoiement participerait, d'après mes rêves, participerait de cette démarche. Voilà ce que je voulais dire par rapport à... J'ai bien l'impression, Philippe, qu'il s'agit en fait d'une dissolution. On prend la France, on la dissout dans l'Europe, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien, et puis tout à coup nous arrivons à un gouvernement mondial, par exemple. Alors nous sommes bien sur la même longueur d'onde, effectivement. Alors ce sont effectivement des prétentions. Je veux dire qu'on n'a pas du tout la prétention d'avoir raison, mais ce sont des suggestions d'idées. Pourquoi est-ce qu'on attend si longtemps? Pourquoi est-ce que revoir une même personne 3 fois de suite, ça va changer la donne? Alors on sait bien que M. Macron négocie, c'est-à-dire qu'en fait il veut apparemment savoir comment ces gens vont gouverner au mot près, quoi. Hein. Donc en fait ils n'ont pas de latitude, ils n'ont plus de liberté si jamais ils acceptent cette combine, sauf à lui mentir. Après tout, c'est un jeu de menteur entre menteurs, n'est-ce pas? On peut très bien dire, pas de compter sur moi, Monsieur le Président, je vais faire ça, ça et ça, et puis le jour venu, il fera différemment, le monsieur. Hein. Possiblement, ou pas, on ne sait pas. Donc on est toujours dans l'ignorance de ce qui se passe dans les antichambres, dans les cabinets, etc., ministériels, et comment les choses se négocient entre ces messieurs. Ça fait partie du programme européen, l'Europe des régions. Et donc, effectivement, ils ont essayé en Espagne, quand Barcelone a demandé son indépendance. Et donc là aussi, c'était un peu une tentative ratée. Mais dans l'absolu, donc, c'est éliminer les pays pour en faire des régions qui seraient commandées par un gouverneur et le maire de chaque. Et donc, ça pourrait rentrer dans cette logique-là, ce qui se passe en France. À la place du gouverneur et du maire, Yotta, est-ce que l'on pourrait imaginer une société privée, par exemple comme BlackRock? Oh, ça en fera sûrement partie, Sylvain, puisque c'est leur subventionneur. C'est eux qui subventionnent toutes ces idées. Donc, et Alors, n'oublions pas que ce projet, à la base, donc l'élimination des pays, la création des régions et des mairies, c'est directement lié à nos propriétés aussi, hein, puisqu'ils veulent s'accaparer nos propriétés et nous installer un état féodal.
Donc, nous serions propriétaires de rien. Donc, nous sommes bien dans la lignée de ce que Claude Schwab disait. Vous n'aurez rien et vous serez Et vous serez heureux. heureux, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Alors, si on veut faire un petit peu d'humour en poursuivant sur cette logique, pourquoi ne pas déclarer à un moment donné que nous sommes candidats au remplacement du Premier ministre? Voilà. Après tout, nous avons toutes les compétences pour ça. Nous sommes CNT, Conseil national de transition, un organe de droit international. Alors évidemment, on n'est pas des professionnels de la politique, mais ça tombe très bien parce qu'on veut virer les professionnels de la politique. Il Ben oui, restera, et c'est le projet avec les mairies, Philippe. et c'est le projet avec les mairies. Donc commencer avec les mairies. Donc ça serait, si on était un peu plus mûr, je dirais qu'on pourrait se lancer dans ce genre d'aventure, puisque la fenêtre de tir qui nous est proposée, elle est de plus en plus large. 50 jours pour décider d'un gouvernement dans une république, c'est quand même plus que bizarre. Ça veut dire qu'il va se passer des choses un peu différentes. Donc il faut pousser ses pions, comme on dit, dans ce genre de circonstances un petit peu délétères, un petit peu bizarres, qu'on n'a jamais vécu avant. Le pouvoir est à prendre, comme disait l'autre. Alors je me doute bien qu'on nous laisserait pas faire aussi facilement, mais ça peut être un déclencheur pour que l'armée prenne conscience d'un certain nombre de choses, par exemple. Et il propose des gens de la vie civile pour remplacer tout simplement un gouvernement qui n'est pas capable de se monter lui-même, alors qu'il a... Ils sont tous dans l'entre-soi, ces messieurs-dames, les 577 députés de la France. Ils sont tous dans l'entre-soi, ils se connaissent par cœur, ils vont aux mêmes endroits, ils vivent de la même façon. Donc il faut les changer, c'est clair. Ils s'ennuient peut-être eux-mêmes d'ailleurs. Hein. Donc il faut changer le système, changer les gens, pas faire plus que changer les têtes, c'est sûr, changer le système, changer de paradigme comme c'est notre projet au sein du CNT-FCH. Voilà ce que peut-être la perche qui nous est tendue aujourd'hui par cette vacance, comme on dit, hein, cette vacance du gouvernement. La différence entre les politiciens et le CNTF-CH, c'est que eux œuvrent pour leur cause et nous œuvrons pour le bien commun. Et voilà, donc il faut bien que les gens qui nous écoutent comprennent on veut pas être calife à la place du calife, comme on dit dans les bandes dessinées. On a une conception de la politique, c'est-à-dire de la gestion de la cité, qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'on doit se faire représenter par des politiciens qui, eux, font ce que soi-disant il est bon de faire, et n'en font surtout qu'à leur tête et jamais ne respectent les promesses qu'ils font. Alors quelquefois ils font des promesses de bonne foi, hein. Il y a sûrement des gens de bonne volonté mais qui connaissent pas bien les arcanes de la politique et qui se font dire une fois en poste, ben vous savez, cher monsieur, vous avez zéro chance pour que ça marche, donc ça il faut pas le faire, ça vous pouvez pas, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Donc il rentre, le personnel politique rentre à ce moment-là dans la logique de tout ce qu'il ne pourra pas faire, quoi, hein, voilà. Donc évidemment, c'est très décevant, même surtout pour des politiciens qui peuvent être sincères à une époque. Mais pour les professionnels, c'est très bien. Tout ça est parfaitement bien. On a promis ça, mais c'est pas possible. Donc on va pas le faire. Donc on fait plus rien. On attend la fin d'un système. Donc on est exactement là, dans la fin d'un système, sachant que nous sommes cornaqués, comme on disait avec les éléphants. Vous savez, les chefs des éléphants, ils montaient sur le dos des éléphants, c'était des cornacs. Ils leur disaient ce qu'il fallait faire. Donc on est cornaqué par qui? Nous on est cornaqué, on est les éléphants qui sommes cornaqués par Washington et par Londres accessoirement. Hein. Donc voilà, et on nous dit ce qu'il faut faire. Donc il faut qu'à un moment donné, la bête, l'éléphant c'est quand même une grande bête, hein, la bête prenne conscience que s'il décidait d'une part d'agir seul et d'autre part d'agir selon les coutumes de ses coreligionnaires des autres éléphants, peut-être que ça se passerait mieux. Voilà, donc il y a des interactions entre les hommes qui sont des politiciens et les hommes qui n'en sont pas, mais qui ont mis tout leur espoir dans les politiciens en se disant si je vote sur la prochaine fois, si je vote sur celui-ci, j'espère que mon vote va être porté de succès et le politicien va faire ce que je veux. Mais ça s'appelle jouer à la roulette, ça n'a rien à voir avec la politique. Donc voilà, donc on est dans l'attente de nouvelles règles du jeu. Pour l'instant, le temps suspend son vol, comme disait le poète. Et ça fait déjà 50 jours qu'on attend. Voilà. N'oublions pas que les éléphants, les pachydermes, ont une mémoire d'éléphants, une mémoire extraordinaire, et aussi ne pardonnent pas et n'oublient pas. Et n'oublie pas, ils sont relativement puissants. Voilà pour Bien, si vous le voulez bien, on va passer à l'actualité en images, et puis on va se retrouver juste après pour développer le thème du jour.
Moi, j'aurais aimé insister sur le sens de l'occupation illégale de la France sur une partie du territoire comorien. Dire que dans ce qui se passe aux Comores, la France nous chasse, nous persécute, nous tue, nous réprime sur une partie de notre territoire national, à Mahorais, à Mayotte. Donc, on est des indésirables chez nous. En même temps qu'en France, nous sommes également bafoués, expulsés, réprimés. Il faut dire que même les habitants de Mayotte qui vont en France ont une carte d'identité française fabriquée à Mayotte mais non valable en France, alors qu'on dit que leur département français, rupeisé, est une partie de la nation française. Donc les Comoriens de Mayotte qui sont en France ne peuvent pas utiliser la carte d'identité française qu'ils ont et ne peuvent rien faire comme acte officiel. Pas passer le permis de conduire. Les jeunes ne peuvent pas s'inscrire dans les missions locales pour avoir des formations alors qu'on les a envoyés en France. Les allocations familiales sont bloquées et on leur demande de retourner à Mayotte pour avoir des papiers officiels légaux. Je voulais ramener cette question-là du déni d'existence d'homme qu'est le Comorien, qu'il soit de la partie dite indépendante que de la partie colonisée, la partie occupée. Donc, c'est dire que pour inscrire notre lutte dans le concert des nations, nous avons un grand besoin que cela soit entendu et que nous soyons soutenus par l'opinion publique internationale. J'ai eu la sensation d'être non indispensable pendant le confinement. Là, je vois qu'il y a des personnes qui, carrément, dans leur pays, se sentent indésirables. Encore une fois, c'est peut-être un projet. Est-ce qu'il y a des ressources naturelles à Mayotte, dans les Comores? Est-ce qu'ils ne sont peut-être pas en train de préparer la nouvelle carte d'identité biométrique? Qui sait? Oui, sachant que les cartes d'identité à deux vitesses, je ne connais pas personnellement. La France est une et indivisible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des citoyens qui ont une demi-carte d'identité et les autres qui ont une 100% de carte d'identité, avec des droits afférents, hein, c'est-à-dire que si tu es citoyen, tu as tous tes droits, et soit tu es citoyen, soit tu ne l'es pas. Alors là, visiblement, ce dont nous parle ce monsieur, c'est d'une logique colonialiste, hein, c'est-à-dire où on n'est pas citoyen et on se fait piller ce qu'il y a à piller. Alors qu'est-ce qu'il y a, ça rejoint la question de Iota, qu'est-ce qu'il y a à piller aux Comores? J'avoue que j'en sais rien. Peut-être du pétrole quelque part, peut-être peut-être simplement, je dirais le fait d'avoir des miles carrés, comme on dit, hein, des surfaces maritimes qui s'agrandissent et qui font de la France la deuxième, je crois, nation mondiale en termes de surface maritime. Et c'est ce que la France souhaite conserver, ce que je peux comprendre d'un point de vue technique. Mais par contre, il y a des obligations qui sont liées à ce genre de choses, qui sont de respecter la population locale et de faire en sorte de l'intégrer dans le système français, comme on sait très bien le faire en métropole ou dans la Guadeloupe ou dans une moindre mesure peut-être en Nouvelle-Calédonie où ça se passe pas très bien non plus. Donc voilà. Alors ce monsieur, je dirais, est un petit peu pris dans une contradiction compliquée. Hein. C'est soit on est indépendant et on a besoin des autres, soit on est français et à ce moment-là, quand on dit qu'on est français et qu'on montre qu'on est français, on est traité comme des sous-hommes, comme des sous-citoyens en tout cas. Donc voilà, donc il veut être dans le camp. Dans quel camp veut-il être? En fait, si j'ai bien compris sa question, c'est ça. Et on veut bien sortir de la possession de la France, puisque bon, voilà, il y a une volonté indépendantiste quand même. Mais pour faire quoi? Pour vivre comment? Et voilà, et qui va nous chapeauter? Parce qu'ils sont bien conscients, ces gens-là, que si la France s'en va, d'autres vont venir. Pourquoi pas? On va prendre un exemple au hasard, des Chinois par exemple. Ils vont venir, et est-ce que ces Chinois vont garantir des droits à ces messieurs, ou en tout cas, non seulement des droits, mais des moyens de subsistance, tout simplement, ou des moyens de gagner leur vie, des moyens d'extraire quelque chose du sol qui fasse qu'ils puissent gagner leur vie, effectivement. On n'en sait rien du tout. Donc, c'est une grande difficulté pour ces gens des Comores, je pense. Ce monsieur avait l'air sincèrement désolé. J'ai vu la même tristesse sur des déclarations que faisaient des gens sur l'île de Nouméa, donc la Nouvelle-Calédonie. J'avais vu des déclarations où on sentait que les personnes étaient un peu désespérées parce qu'elles ne savaient pas d'où pouvait venir leur secours, quoi, tout simplement. Hein. Plus de la France parce que justement ils n'en veulent plus dans le cadre d'une indépendance. Mais si c'est pas la France, ça sera qui d'autre? Et est-ce que la France va se retirer comme ça, comme on arrête on sèvre par sevrage rapide? Et on peut tuer une zone comme ça par sevrage rapide. Non, il faut surtout pas que la France s'en aille. Évidemment, en tout cas pas violemment.
en emmenant tout avec elle. Donc ça, c'est vrai aussi en Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a d'autres endroits qui sont plus discrets, comme les îles Kerguelen, évidemment, qui appartiennent aussi à la France, mais elles ne sont peuplées que de pingouins. Alors, je ne vais pas faire de mauvaise comparaison, mais s'il n'y a pas d'habitants au Kerguelen, on va gêner personne, évidemment. Alors que je pense que une des caractéristiques des Comores, c'est d'être sur des lignes maritimes importantes, qui rejoignent l'Afrique avec l'Asie, et en particulier avec l'Inde. Et je pense que rien que pour cette raison-là, il y a des raisons stratégiques pour lesquelles la France doit rester là-bas. Mais encore une fois, la France doit assumer certes sa stratégie, mais doit aussi assumer le respect qu'elle doit aux êtres qui sont sur place, qui doivent avoir la citoyenneté française. Il n'y a pas de doute là-dessus. Souvenons-nous de ce qui s'est passé à Mururoa. Mururoa, il n'y avait pas beaucoup de Français sur place, mais ils sont devenus français, on va dire, en contrepartie d'avoir l'insigne honneur de se faire irradier par des bombes françaises, quoi. Donc voilà, donc il y a toujours une raison qui fait que la France est présente à tel endroit. Je pense pas sincèrement que la France soit plus mauvaise coopérante que d'autres pays dominateurs ou colonisateurs du temps passé. Je pense à l'Angleterre, je pense voilà à l'Espagne, je pense au Portugal, bon là, et pourquoi pas aux États-Unis qui n'ont jamais colonisé personne en face avant, mais qui ont colonisé tout le monde en face arrière. Donc voilà. Elle n'est pas la pire, la France, hein. Elle avait des principes moraux, mais qui sont en train de s'éteindre, exactement comme les autres pays. Et ce que regrette ce monsieur comorien, c'est qu'une fois que la France sera retirée de toute logique, je dirais, de respect de l'humanité, tout simplement, il restera plus beaucoup d'autres pays derrière pour prendre le relais. Hein, c'est peut-être à ça qu'il pense, ce monsieur. Quand on voit vraiment la détérioration due au nucléaire en Polynésie, on se peut quand même de souligner que la France, franchement, on n'est pas terrible à ce niveau-là, quoi. Des essais en extérieur et puis surtout beaucoup de gens touchés et surtout pour beaucoup de générations. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc là, après, nous, on voit on voit les choses négatives de la France parce que c'est un peu notre réflexe d'aller chercher ce qu'on fait de pas bien. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que la France et que c'est pas forcément la France qui fait le pire. Mais je suis pas dans une logique de vouloir mettre des notes à tel ou tel pays dans telle et telle circonstance. C'est pas du tout la recherche. D'autant que dans le cadre du CNTFCH, on n'a pas de plan en particulier pour sauver les Comores ou pour sauver les gens de Mururoa. Par contre, on a très clairement désigné que notre action portait non seulement sur la métropole, mais sur l'ensemble des dom-toms, ça c'est clair et net, hein, qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. On a souvent des réunions avec des personnels des dom-toms qui s'intéressent à nos discussions, évidemment. Sauver Nouméa, ça va être sauver Mururoa, ça va être difficile, hein, parce que côté radioactivité, je crois qu'il y en a pour 125 000 ans. Bon, allez, nous allons développer notre thème du jour. Nous allons nous projeter fin 2024 et nous allons faire le constat aux réponses que l'on connaît déjà, évidemment. La vaccination, la pandémie, la politique actuelle. Et justement, il va se faire un plaisir de déflorer le sujet. Alors, déflorer ou de déflorer? Ah ben, je sais pas, tu choisis. Je choisis le mot qui m'intéresse. On va essayer non pas de le déflorer parce que je pense que c'est un sujet qui est déjà traité ailleurs, mais effectivement la question qui se pose de plus en plus maintenant que nous découvrons nous je dirais les réveillés ébahis, parce que quand on se réveille on est ébahi, hein, c'est normal. Hein. On s'aperçoit que il y a toute une série de preuves qui s'accumulent, toute une série d'indices, toute une série de mensonges qui reviennent à la surface, qui sont des mensonges d'État dans plusieurs domaines, hein, que ce soit la vaccination, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit tous les sujets qu'on veut. Mais on en est au constat. C'est-à-dire que quand on fait venir, plus on fait venir des spécialistes de la spécialité, comme dirait l'autre, et plus ces gens sont dans le constat. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça, mais ils ne vont pas plus loin. D'abord parce qu'ils n'ont pas forcément l'image globale et qu'ils ne connaissent, qu'ils sont spécialistes de ce que nous leur proposons à regarder et à analyser, mais ils sont pas forcément spécialistes du reste. Donc ils sont prudents. Il dit moi je peux dire ça, voilà, je peux dire que ça, quoi. Il y a certains magistrats qui disent bah oui la pédophilie, la pédocriminalité, pardon, la pédocriminalité c'est un sujet énormissime, mais sur lequel on peut pas faire grand chose parce que bah, tout simplement le silence arrange tout le monde. C'est dommage. À partir de constats énormissimes où on voit des choses, où on entend des témoignages d'adultes, d'enfants devenus adultes et qui nous expliquent ce qu'ils ont vécu,
On peut pas se contenter de croiser les bras en disant bah oui effectivement on va arrêter d'en parler parce que ça nous fatigue. Hein, voilà. Ou alors si on fait ça, c'est qu'on abandonne tout. C'est qu'on abandonne la morale, on abandonne ce que c'est que le lien humain, on abandonne le lien au divin, hein, tout simplement. Et je dirais qu'on donne des gages tout simplement à une autre religion qui dit son nom d'ailleurs, hein, qui s'appelle le satanisme. Je suis désolé pour ceux que ça choque. C'est une église qui a ses lieux de rendez-vous, etc. Et dont nous avons eu par le mois de juillet dernier un avant-goût de ce qu'elle nous propose en fait, hein, cette église satanique. Et tout ce qu'on a vu, notamment à l'inauguration des Jeux Olympiques, donc c'était nettement orienté vers la présentation d'une forme de satanisme et qui n'a pas échappé à tous ceux qui sont un tout petit peu éveillés sur ces questions-là. Donc voilà, et aujourd'hui, donc on se dit quoi? On se dit quand est-ce qu'on va passer du constat que nous proposent les généraux, les militaires, que nous proposent les savants, les médecins, les scientifiques, que nous proposent les politiciens, etc. Quand va-t-on passer de ces constats à une réaction à ces constats? C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de réaction, tout le monde regarde ailleurs en disant oui, ça va bien se passer. Et pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Les seuls échos qui nous reviennent sont ceux qui partent des États-Unis d'Amérique. Monsieur Trump, par exemple, a accouché, le mot n'est pas trop par la maïotique, hein, c'est-à-dire par le discours. Monsieur Mark Zuckerberg, président de Meta, etc., et qui a dit qu'il a tout reconnu. Alors il a reconnu tout. Qu'est-ce que vous voulez que je reconnaisse? Eh ben, je reconnais qu'effectivement, j'ai en tant que PDG de Meta, donc là, cette immense entreprise, j'ai subi des pressions pour ne pas dire telle chose, censurer telle autre, etc., de la part, effectivement, de l'État profond, comme on dit. Hein. Oui, donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui se profile derrière ces aveux qui sont en train de filer? D'abord, premièrement, une urgence, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose dans pas longtemps qui fait que Mark Zuckerberg a cru bon de changer son fusil d'épaule. Donc il y a quelque chose qui arrive, quoi, qui va se passer, quoi. Deuxième point, est-ce qu'il n'y a pas eu un accord justement entre lui et Monsieur Trump, Monsieur Trump lui disant, bah, t'avoues maintenant, tu sauves ta tête, et on se sert de tout ton témoignage pour nettoyer les écuries d'Augias quand quand le pouvoir sera mien au mois de novembre prochain. Voilà, parce qu'il y a de fortes chances que monsieur Trump devienne président. Donc voilà. Donc ça, c'est le lien entre ce futur président et Mark Zuckerberg qui ont peut-être passé des accords ensemble. En tout cas, ça s'est concrétisé par les aveux de monsieur Zuckerberg sur des choses plus qu'importantes. Reconnaître la censure, reconnaître qu'il est chapeauté, reconnaître qu'il a menti à tout le monde. C'est quand même des choses un petit peu lourdes, surtout dans le droit américain. Dans le droit français, le mensonge est moins puni que dans le droit américain. Et dans le droit américain, oui, mentir comme ça devant tout le monde à la population, ça peut coûter cher. Ça va coûter cher d'ailleurs. Et donc, si on est déjà rentré dans une sorte de préparation à l'après, quoi. La préparation à l'après, c'est ça, c'est tous ceux qui sont en haut, qui savent qu'ils sont dans le collimateur et qu'ils ont une forte chance de se faire attraper par la patrouille ou par qui vous voulez. Ceux-là sont en train de négocier, ceux-là sont en train de réfléchir, ceux-là sont en train de voir comment on peut faire en sorte que, hein, voilà. Donc on rentre dans cette période-là. Alors moi, ce que je dis, c'est que cette année 2024, elle a été en quelque sorte le sommet d'un certain nombre d'informations qu'on avait déjà depuis le début de l'année précédente, mais elle arrive cette année 2024 dans la fin dans son dernier tiers. Et là, il va falloir passer des constats aux actions. Comment on fait pour quelqu'un qui vient de vous avouer qu'il a tué je sais pas combien de personnes, vous lui dites ah bah c'est gentil d'être venu, repassez nous voir demain. Non, c'est pas comme ça, il se passe d'autres choses normalement. Hein, voilà. Donc tout ça est en train de se passer, je le parie. Je le parie volontiers. C'est en train de se passer, mais en dehors de notre zone d'écoute, de notre zone de connaissance. Alors, il y a bien effectivement des internautes plus aguerris à ces phénomènes-là que nous, qui ont quelques hypothèses à donner, voire même quelques sources à citer. Hein. Voilà, ça peut arriver aussi, hein, qu'il y ait des sources, mais on est plus dans les probabilités que dans les certitudes à 100%. Et on se dit que dans ce dernier tiers de 2024, eh bien, il va y avoir des actions. Alors, quelles actions? Bah, il y a des gens qui vont être mis hors d'état de mentir, hors d'état de fabriquer, hors d'état de pratiquer et hors d'état de nuire, tout simplement.
Et il va forcément y avoir quelque chose de cette nature-là, car quand on voit ce qui se passe, par exemple avec l'OMS qui veut encore nous imposer des vaccinations contre une Mpox, donc la varicelle c'est pas la varicelle, c'est je dis une bêtise, Variole du singe. la variole du singe, merci, la variole du singe, parce que c'est pas très loin de la varicelle d'ailleurs. Euh, et que cette variole du singe, il apparaît d'après certains savants, certains médecins tout simplement, qu'il ne s'agirait en l'occurrence que des effets secondaires du vaccin contre le CV-19. Ça rentre dans la liste des effets secondaires en fait. Et on nous les présente comme, ces effets secondaires, on nous les présente comme une maladie nouvelle. Alors c'est quand même le comble, ça. Ils nous empoisonnent et en plus derrière, il dit attention, il y a une maladie nouvelle qui arrive. Non, c'est la maladie que vous avez créée, mesdames et messieurs. Donc là, ça va être quelque chose d'assez fort. Et on est déjà dans un bras de fer où on se dit, où l'OMS nous dit, ça y est, c'est obligatoire, et le lendemain, il me fait marche arrière en disant, bah non, finalement, ça sera pas obligatoire, on va voir comment on peut faire. Voilà. Donc on sent que ça bagarre en haut lieu. Nous, on regarde passer les trains, je sais pas, mais en tout cas les obus, et on se dit qu'il se passe des choses. Voilà. Donc, est-ce que ce dernier tiers de l'année 2024 sera le tiers des révélations, des divulgations, et j'ai envie de dire des recherches, quoi, tout simplement des procès, dans un premier temps, avant de parler de sentences, hein, évidemment, de punitions. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ça? Ouais, tu as dit tout à l'heure, Philippe, qu'aux États-Unis, le mensonge était punissable. Il faut pas oublier qu'on peut quand même mentir impunément. Il suffit de regarder le 11 septembre. Quand Oui, le alors, mensonge est organisé, hein. oui. C'est-à-dire que là, il faut en sorte de tuer toutes les preuves. Tout est parti, tout a été pulvérisé. Donc, évidemment, y compris la preuve qu'il y avait de l'or dans les souterrains des Twin Towers. Oui. Donc, le mensonge coûte très cher. Donc, il n'est à la portée que des milliardaires, quoi. C'est ça qu'il faut en conclure. Hein, comme tout est question d'argent sur ce territoire. Allez, Voilà. nous allons écouter quelqu'un qui est affreusement riche en humanité. Il s'agit de notre ami Jean-Pierre. La parole est à toi. Allez, Merci. Jean-Pierre. J'étais en train de dire, je suis milliardaire. Mais en quoi? Eh En, bien, en- en bonheur, en en- sentiment, en franchise, en humanité. voilà. En expérience, en conclusion des expériences, en joie de vivre, en amour pour moi-même et pour les autres. Je suis milliardaire et je n'ai rien à envier à ceux qui ont plus d'euros ou de dollars que moi. Première chose. Alors, deuxième chose, j'ai reçu un choc en entendant ce monsieur comoréen, parce qu'il parle de la France, au lieu de parler de l'oppresseur de la France, qui s'appelle la République française. Elle n'a rien de français. Aucune guerre n'est française. La France porte une devise, et son peuple aussi. Je vais la rappeler, la devise, quand même. Liberté proportionnelle à la juste utilisation, qui en est faite pour le plus grand bien de chacune, de chacun et de tous. Égalité, dans l'amour destiné à chaque être de l'univers, même et surtout si cet amour prend une forme différente suivant les besoins de l'être. Fraternité avec chaque être de l'univers, quelle que soit sa forme, son état et son action. À propos d'action, je voudrais dire, quand je fais un constat, après vient l'action et non la réaction. La réaction signifierait qu'il y a déjà eu une action et qu'il y a de nouveau une action. Non. Il y a un constat et après il y a une action. Et s'abstenir est un acte courageux. S'arrêter aussi. Patienter est un acte courageux aussi, très souvent. Et ralentir aussi. L'accélération étant naturelle, le ralentissement est un acte conscient et volontaire. Donc, la France porte une devise, le peuple français porte une devise, et ça n'est pas la France qui torture les gens, c'est l'oppresseur de la France. Merci d'avoir entendu cela. Je prie ce monsieur d'entendre aussi que je me sens extrêmement fraternel de tous les êtres de l'univers, et surtout des opprimés. Ich bin ein Cormorien. Ah, dis donc, quel grand saut! Ah oui, en histoire, oui, absolument, c'est à Berlin, ça, hein. C'est à Berlin en 61. Ich bin ein Berliner. Ich bin auch ein Berliner. Eh oui, donc on avait un président américain qui se trouvait près du peuple allemand, hein, ce qui est jamais arrivé dans l'histoire. Mais bon. Alors on peut effectivement aller un peu plus dans le concret par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et d'abord, merci de ton intervention, Jean-Pierre, elle est toujours judicieuse.
Moi, ce que je voudrais quand même soulever, c'est dans l'actualité, il peut arriver qu'on se fasse manipuler. Bon, là, on a tous entendu parler de l'arrestation de Monsieur Duroff, qui est patron de Telegram et qui est dans les geôles françaises. Alors qu'il est, il semblerait qu'il soit équipé d'un bracelet électronique et qu'il ait l'interdiction de quitter la France. Bon, ok, donc il est sorti déjà, il n'est pas été voilà. Mais on apprend des choses à son sujet. On apprend des choses et notamment que sa fiancée fait partie du Mossad. Tiens, quand même. Que son avocat appartient au Bnei Brit. C'est une sorte de franc-maçonnerie, je dirais, sioniste. Donc il y a quand même des choses qui nous envoient du côté d'Israël. Hein, voilà. Et donc on n'a pas fini de faire le portrait chinois de ce monsieur. Et il faut attendre que toutes les langues se soient déliées ou que certains sites aient pu aller à la source d'informations pour qu'on puisse sinon tirer des conclusions. Hein, c'est pas le but. Hein. Mais pondérer les informations qu'on a, se dire que tout n'est pas blanc-bleu et qu'effectivement, si Monsieur Super Telegram, Monsieur Duroff défend la sécurité d'accès des données chez lui pour pouvoir entre guillemets garantir l'intégrité des données et faire en sorte qu'elles ne soient pas cassables hein, d'un point de vue du chiffre, comme on dit, hein, on peut casser un chiffre. Eh bien, voilà, ça c'est louable dans un sens parce que ça garantit notre indépendance et en tout cas notre anonymat. Voilà. On parlait hier de l'anonymat ou avant-hier. Là, on est en plein dedans. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il semblerait aussi, alors c'est toujours en conditionnel, que les Russes ont parfaitement créé cette porte arrière, comme ils la demandent, en informatique toujours, hein, pour pouvoir accéder aux comptes des différents adhérents de Monsieur Duroff. Bon. Donc c'est un peu compliqué comme histoire. Donc je dis reculons d'un pas, rendons-nous observateurs, disons ce qui se passe, ce qui se dit à ce sujet, mais n'en tirons pas de conclusion hâtive ou plus de conclusion hâtive. Il y a des notions plus importantes encore que la liberté d'un individu qui soit en jeu. Je me souviens que Monsieur Assange a pris 14 ans, je crois, où il n'a pas revu le ciel ou très peu. Là, Monsieur Duroff, il est ressorti en 48 heures. Bon, apparemment, il est à l'air libre. Hein. Sinon pas libre, mais il est à l'air libre. Hein. Voilà. Voilà ce que je voulais dire également. Et puis je voulais dire dans la liste dans la liste des événements en attente, le constat, on a tous fait, on a tous vu, c'est l'assassinat d'un homme du Hamas sur le territoire de l'Iran. L'Iran a dit qu'elle réservait sa riposte, pour pas dire sa vengeance, mais ce serait plutôt une riposte militaire. Pour l'instant, on attend toujours mystère et boule de gomme. Mais à mon avis, on en saura plus dans ce dernier tiers de 2024. Alors, voilà. Ce que je voulais dire. Alors ici, on peut parler de l'école à la maison aussi que je pourrais rajouter. L'école à la maison, c'est une solution qui est aujourd'hui très demandée par les parents. Ah oui, parce qu'il n'y a plus trop de solutions. Vu de la qualité de l'enseignement public, plus les problèmes de sécurité qu'il y a dans les établissements, le tout cumulé fait que l'école à la maison devient une sorte de refuge. Sauf que l'État français ne veut pas, pour éviter tous les phénomènes liés à la radicalisation politique et surtout la radicalisation religieuse. Donc, effectivement, s'il doit y avoir radicalisation, il est évident qu'il faut faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu. Et en particulier chez les particuliers, justement. Voilà. Donc, est-ce qu'il est vraiment plus dur pour un gouvernement de surveiller ce qui se passe dans l'école à la maison ou dans les établissements scolaires que d'interdire l'école à la maison au motif que ça serait un foyer de djihadistes ou que sais-je encore, de terrorisme, etc. Bon. Autrement poser la question, est-ce que si on interdit l'école à la maison, est-ce qu'on peut dire que demain on aura résolu le problème du terrorisme en France? Je ne le pense pas. Donc, à partir d'un phénomène périphérique, c'est-à-dire l'école à la maison, on ferme une liberté, l'école à la maison, et on rend on dresse encore plus les gens les uns contre les autres, c'est-à-dire les musulmans saints contre les musulmans qui le sont un peu moins, et puis évidemment tous ceux qui sont d'origine chrétienne et qui se sentent un petit peu spoliés. Donc voilà, donc il faut que la police fasse son œuvre et que surtout la justice fasse son œuvre. On a déjà eu l'occasion de le dire, mais les évolutions ne se feront que par la justice.
Donc c'est par là qu'il faut commencer. Effectivement, il faut que nos magistrats soient intègres. Il faut que nos magistrats reprennent un peu du courage. Non pas qu'ils soient particulièrement pas courageux, mais je pense qu'ils sont particulièrement routiniers, qu'ils se sont fait coincer dans des bulles, comment dirais-je, de droit juridique, qui leur permettent effectivement de faire beaucoup de choses, mais qui leur permettent aussi de ne rien faire du tout. Donc ils préfèrent souvent la première solution. Vu qu'ils sont depuis déjà quelques temps, je parle de la magistrature et du droit et voilà, des juristes, et ils sont déjà sous l'égide, en quelque sorte, de l'exécutif, en fait. L'exécutif a pris le pouvoir, en définitive. Donc, bon, ma foi, ils font ce qu'on leur demande de faire et ils se transforment en administratifs, en quelque sorte. Ce sont des administratifs de fait, mais ils ont aussi une impunité, enfin pas une impunité, pardon, ils ont aussi un pouvoir énorme. Ils ont en leur faveur plein de choses qui les protègent, alors qu'ils les protègent légalement, mais qu'ils ne les protègent pas physiquement. Et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à creuser, c'est que certains juges qui sont courageux, on va pas les nommer, ce sont souvent des femmes d'ailleurs, mériterait d'avoir une protection rapprochée, voilà. Mais c'est pas toujours le cas. Et pourtant, il y en a certains qui le méritent. Mais s'ils dérangent des intérêts qui sont des intérêts venant de politiciens, on peut comprendre aussi qu'on n'ait pas forcément envie de trop les protéger, quoi. Voilà. Donc, pourtant, c'est bien toujours par la justice, et je crois que Iota ici présente ne contredira pas, puisqu'en Grèce, c'est comme ça que ça s'est passé. Toutes les choses se sont passées à partir de la justice, n'est-ce pas, Iota? Tout à fait, Philippe, à partir de la justice, à partir des mairies. Donc, évidemment, c'est ce que moi je préconise et tous ont toujours la même réponse. Oui, mais la justice est pourrie. Donc, nous repartons et nous recréons une nouvelle justice qui a de toute façon besoin, puisqu'il y a tous les moyens technologiques et tout ça aujourd'hui. Donc voilà, oui, la justice, Philippe. D'accord, donc avec du personnel juridique qui sera largement étendu à des jurés populaires. Et il y aura bien sûr des professionnels qui resteront, mais il y aura beaucoup de justice dite populaire, c'est-à-dire faite par des gens tirés au sort et qui rendront verdict, sachant que ils seront pilotés par des professionnels qui sortent de l'école des juges, évidemment, quoi. On va pas laisser tout ça à la simple à la possession unique des barbares éventuels. Donc, on va réguler tout ça. Voilà. Avant de conclure l'émission, nous laissons la parole à Jean-Pierre. Jean-Pierre, si tu veux bien. Oui, je viens de noter que, en fait, la politique est un mot qui signifie la vie de la cité. Donc, la seule véritable politique est naturellement et forcément citoyenne. Elle est faite par tous les citoyens d'une cité parce que c'est la vie de la cité. Et chaque citoyen est appelé à contribuer à cette vie, comme chaque cellule du corps est appelée à contribuer à la vie du corps. Merci d'avoir entendu. La connaissance ne cesse de croître et je ne fais pas du tout de compliments, hein. Ceci est pour Iota. Il faut savoir qu'après les émissions, nous discutons énormément et il s'agit eh bien évidemment de ce qu'elle connaît, de sa connaissance, de sa conscience, de son savoir que Iota nous partage. Et l'autre jour, elle m'a enseigné ce qu'était le cosmos, vibration, musique et démocratie. Je vous souhaite donc un excellent cosmos et nous nous retrouvons dans 2 jours. Allez, bonne soirée, bon bisous et à dans 2 jours. Au revoir, les amis.